On va démarrer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde dans le cadre de la 3e édition du Forum Latitude organisée par la librairie 47 degrés Nord de Mulhouse, avec cette thématique globale, l'anatomie de la violence. Et ce soir, la théma c'est mourir pour un dessin. Il devait y avoir Xavier Gors, dessinateur des Indégivrables, mais les Indégivrables ont le droit d'avoir un imago, donc Xavier Gors n'est pas avec nous, mais on a le plaisir, l'immense honneur de vous recevoir Richard Malka pour forcément parler d'un sujet que vous connaissez forcément très bien. Richard Malka, vous fêterez en 2022 vos 30 ans de barreau, 30 ans de plaidoirie pour défendre la liberté de la presse, la liberté d'expression et quelques grandes causes et valeurs républicaines malmenées, comme par exemple la laïcité. Depuis 1992, vous êtes aux côtés de Charlie Hebdo et de ses différents directeurs, votre ami Philippe Val, bien sûr, Chard, évidemment, et aujourd'hui avec Riss, l'actuel patron du journal. Et j'en profite pour dire qu'il est important de rappeler parfois à celles et ceux qui ont parfois un peu vite oublié le drame vécu par cet hebdomadaire que Riss vit sous protection policière simplement pour pouvoir faire son travail, celui d'informer, d'écrire ou de dessiner. On va bien sûr évoquer tout ça ensemble. Vous êtes aussi l'avocat de Mila, on en a parlé ce matin pour ceux qui étaient à la rencontre avec Tristan Manon. Mila, cette jeune fille, victime depuis bientôt 2 ans via les réseaux sociaux d'un véritable déferlement de haine et de menaces de mort, simplement pour avoir voulu, à sa manière, exprimer le droit d'emmerder Dieu, pour reprendre le titre de ce petit livre sorti très récemment aux éditions Grasset, qui est d'ailleurs partie des livres qui se vendent beaucoup, ce qui est plutôt assez rassurant. Le droit d'emmerder Dieu, c'est le texte de votre plaidoirie prononcé le 4 décembre dernier devant la cour d'assises spéciale de Paris, où étaient jugés les complices ou commanditaires des attentats islamistes de janvier 2015. Là aussi, nous allons forcément en parler. Simplement préciser que vous n'êtes pas seulement avocat, mais également écrivain. Vous avez publié en février 2021 un roman qui s'appelle Le voleur d'amour chez Grasset également. Vous êtes scénariste de BD. Et en plus de ce petit livre, vous avez publié avec votre collègue maître Georges Kiechman, dans le cabinet duquel vous avez fait vos premières armes d'avocat, un ouvrage intitulé Éloge de l'irrévérence, où on retrouve vos plaidoiries en défense de Charlie Hebdo dans le procès des caricatures de Mahomet. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet au film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, C'est dur d'être aimé par des cons, film de Daniel Lecomte, qui raconte cette histoire importante. Juste dire un tout petit mot avant de vous laisser parler. Vous dites j'écris mes plaidoiries. Celle-ci, plus qu'aucune autre, le moment venu, il faut s'adapter, improviser selon les circonstances de l'audience. L'heure, l'écoute, oublier certains passages, en développer d'autres, selon l'inspiration de l'instant. Les conditions dans lesquelles j'ai prononcé ces mots devant la cour d'assises spéciale de Paris resteront pour moi inoubliables. J'aimerais que vous nous reveniez justement sur ce moment inoubliable, sur ce procès historique. Et peut-être aussi dire pourquoi c'est important de poser ça aussi dans un livre. Bonjour à tous. D'abord, alors, petite précision, c'est la moitié de la rédaction de Charlie Hebdo. Oui. Il n'y a pas que... Je sais. Et puis la protection, c'est pas très grave. Riss, lui, vit avec une balle dans l'épaule qui fait souffrir chaque jour, et c'est le bras avec lequel il dessine. On n'entend pas. Là, vous m'entendez? Donc oui, je disais que pour Riss, c'était bien pire que cela, puisqu'il vit avec une balle de Kalachnikov dans l'épaule qui fait souffrir chaque jour. Alors pour répondre à votre question, oui, cette plaidoirie, elle
restera évidemment inoubliable. C'est comme si les 29 années de barreau que j'avais accumulées à ce moment-là, que tout se concentrait sur ce moment-là, que tout m'avait porté à cette place-là, à ce moment-là, comme si tous mes combats se cristallisaient dans cette salle d'audience, et c'était évidemment pour moi très étrange et très singulier, parce que je n'avais pas la position d'un avocat avec la distance normale d'un avocat à l'égard d'une cause, mais j'étais en même temps acteur de cette histoire. J'en ai été le témoin, c'était mes amis, je plaidais devant ceux qui étaient toujours vivants, les parents de ceux qui n'étaient plus. Donc oui, je pense que c'est rare qu'un avocat se retrouve dans une telle situation, et en même temps j'avais du mal à porter ma robe parce que j'étais autre chose, mais en même temps je devais être avocat aussi et conserver quand même une espèce de distance qui ferait que je pourrais me lever le jour où il le faudrait et pour plaider. Je ne savais pas très bien quoi, mais je savais qu'il fallait que je me lève. Et il se trouve que au bout de 2 mois de procès très très éprouvants, mon tour arrive, et là, le principal accusé chope le Covid, et donc le procès s'arrête, juste avant que je ne plaide. Et il a été comme ça, reporté pendant 1 mois, de semaine en semaine. Alors ça, c'était extrêmement éprouvant, puisque en plus de la pression qui était déjà sur mes épaules à raison de cette place très étrange, je me préparais pour plaider toutes les semaines. L'adrénaline explose, et puis le dimanche soir, je recevais un coup de téléphone du président pour me dire « non, il n'est pas rétabli, donc c'est pas encore pour cette fois ». Au bout du compte, après ces 2 mois d'audience et ce mois d'attente, c'est mon corps qui finit par lâcher, et j'ai ce qui arrive à Xavier Glors aujourd'hui, c'est-à-dire une hernie discale. Je ne peux plus sortir mon livre, et j'ai failli renoncer à plaider. Et puis, miraculeusement, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a fait une énorme infiltration, et j'ai pu tenir debout, en béquille, mais debout. Et donc, arrive ce 4 décembre, il y a presque donc 1 an, jour pour jour, aujourd'hui. Et là, j'avais décidé, mais ça c'était depuis l'origine assez clair dans mon esprit, que les accusés ne m'intéressaient pas beaucoup, que ce à quoi je voulais consacrer ma plaidoirie, c'était les idées, les idéologies, les démissions, les lâchetés, les renoncements qui ont abouti à cette tragédie du 7 janvier 2015. Rappeler l'histoire des caricatures aussi, parce que je m'époumonnais depuis des années à la raconter, à dire l'escroquerie qu'il y avait derrière, parce qu'il y a une véritable escroquerie, mais que j'étais assez peu entendu, et l'histoire du blasphème qui remonte au XVIIIe siècle, et puis aussi les connivences, les complicités, les complaisances. Donc c'est un texte, là aussi, très étrange pour une cour d'assises, parce qu'une cour d'assises, c'est là pour juger des gens, pour décider d'une peine, pas pour faire le procès des idées. Normalement, ça, ce sont des débats qui ont lieu à la 17e chambre, la chambre de la presse. Donc j'ai eu une plaidoirie très philosophique, historique, idéologique, devant une juridiction qui n'avait pas du tout l'habitude d'entendre ce genre d'explication et qui n'était pas là pour ça. Mais pour moi, c'était la seule chose qui était importante et qui donnait toute sa dimension à ce procès qui n'était pas là, et c'est ce que je dis en introduction. Le crime n'était pas qu'un crime. Il y avait derrière le crime une symbolique. On voulait tuer Charlie Hebdo, mais au-delà de Charlie Hebdo, on voulait tuer la liberté. On voulait tuer des juifs avec l'hypercachère, mais au-delà de tuer des juifs, on voulait tuer l'autre, la diversité. Et donc j'ai fait cette plaidoirie qui a été pour moi un moment assez atroce. Je n'y ai pris vraiment aucun plaisir. C'est une des rares fois dans ma vie où j'ai à ce point pensé que je me plantais pendant que je plaidais, mais je crois qu'il ne pouvait pas en être autrement vu ce que je portais. Et puis j'ai eu la surprise, le dernier mot prononcé, de voir l'émotion dans la salle, les gens me tombaient dans les bras, le monde le lendemain
Romain qui l'a publié en très larges extraits. Et donc, avec mon éditeur, on avait déjà publié l'acte 1, en quelque sorte, vous l'avez évoqué, c'était Éloge de l'irrévérence, là c'était la plaidoirie de 2007 pour, dans le procès des caricatures. On s'est dit que c'était un texte qu'il faudrait diffuser. Alors, c'est pas pour me faire plaisir, c'est toujours la même histoire, c'est pour convaincre. C'est pour diffuser un autre son de cloche que celui que l'on a de plus en plus tendance à entendre aujourd'hui, en particulier dans toute une partie de notre jeunesse. Donc c'est une manière de continuer à rendre hommage à Charlie et puis de continuer le combat. Voilà. Xavier Gors aurait dû être avec nous. Je vais juste rappeler un tout petit peu son histoire. Il raconte d'ailleurs dans ce tract de Gallimard, Raison et dérision. Il était caricaturiste, dessinateur au Monde. Suite à un dessin qui n'a pas plu à un certain nombre de publics, Le Monde s'est excusé d'avoir publié ce dessin. Xavier Gors en a tiré les conséquences en partant du journal. Le titre de notre rencontre, c'est « Mourir pour un dessin ». Aujourd'hui, dessiner, caricaturer devient un véritable problème. Vous racontez l'histoire de ces caricatures de Charlie Hebdo. J'aimerais que vous refassiez quand même un petit peu cette histoire. C'est important de redire comment les choses se sont réellement passées. Et qu'est-ce que ça dit aussi, le fait aujourd'hui de ne plus pouvoir exprimer des choses, de ne plus pouvoir caricaturer, dessiner? C'est effectivement très étonnant. Il y a un mouvement de balancier des libertés qui fait que ce que l'on pensait définitivement acquis pour l'éternité, en fait, ne l'est pas. Et c'est vrai d'absolument toutes nos libertés. Et alors c'est vrai, on peut les décliner. Au Texas, on remet en cause la liberté d'avortement au nom de Dieu, hein, c'est toujours au nom de Dieu. La liberté d'expression est attaquée de toutes parts. Alors là, c'est pas forcément au nom de Dieu, c'est encore plus large, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct, une idéologie que l'on appelle woke, qui fait que il ne faut plus offenser personne, aucune croyance, donc en fait ne plus rien dire sur rien, et surtout ne plus dessiner. Et vous avez cité Xavier Gors, obligé de quitter le monde. On peut aussi citer le New York Times, qui a décidé qui a arrêté les caricatures. Et puis à Charlie Hebdo, mais c'est chaque caricature. Là, on va plaider la semaine prochaine des menaces de mort. Alors là, c'était un dessin sur la reine d'Angleterre, je ne sais plus ce que c'était, qui écrasait de son genou quelqu'un, et on y a vu une référence à ce policier aux États-Unis. Voilà, avec nos vicomtes, George Floyd. Voilà, George Floyd. Et donc des associations de défense des personnes de couleur y ont vu quelque chose de raciste, franchement, ou d'appropriation culturelle. Faut vraiment chercher, c'est compliqué à comprendre le raisonnement, et ça a provoqué des menaces de mort. Donc on est dans un... Et donc évidemment, alors c'est ce que je dis dans la préface de l'ouvrage Méchant, en fait il faudrait plus faire des caricatures, mais enfin on ne devrait pouvoir faire des caricatures que pas drôles, et que pas méchantes. Mais dans ce cas-là, ça fait rire personne, et ça n'a pas d'intérêt, donc autant de ne plus en faire du tout. Donc oui, on est dans une époque compliquée où ça devient le nombre de sujets sur lesquels on ne peut plus rien dire, de peur de heurter. Et en fait, c'est fait pour ça, les caricatures. C'est une exagération. Et c'est fait pour faire réfléchir. L'humour noir, c'est fait aussi pour faire écho à quelque chose que l'on a chacun au fond de nous. Par exemple, je prends le pire du pire, Patrick Timsit, qui se moque des trisomiques. C'est horrible. Quand on regarde ce qu'il dit sur le papier, franchement, il y a une réprobation. Mais ça, c'est sain. C'est-à-dire que parce que c'est méchant, ça va chercher au fond de nous une réprobation. Quelque chose où on se dit, mais en fait, on rit, mais c'est pas bien de rire. Et
puis ça nous alerte sur le sujet, et puis ça nous fait réfléchir. Et puis évidemment, on ne se dit pas que Patrick Timsit est haineux envers les trisomiques. Donc il y a aussi une intelligence de la conversation, de l'humour noir qui s'instaure entre celui qui les met et celui qui les reçoit. Et au fond, c'est inclusif, c'est paradoxal, mais c'est inclusif. C'est mieux que de ne jamais en parler du tout. Donc ça a une vertu, depuis toujours. Et puis c'est dans le cas de Dieu ou des puissants, c'est la nécessité du bouffon du roi. C'est ce qui évite à la religion de devenir fanatisme ou idolâtrie. C'est une manière de remettre en cause les dogmes établis. Mais il faut s'en passer, parce que selon une idéologie actuelle, ce serait manquer de respect aux personnes qui croient. C'est faux. C'est manquer de respect à l'égard d'une croyance que les gens choisissent de croire. Ils sont blessés parce qu'ils choisissent d'être blessés. Ils pourraient très bien choisir de ne pas l'être. Donc si je dois respecter tous ceux à quoi vous croyez et tous ceux à quoi croit chacun des personnes dans cette salle, en fait, je pose mon micro et puis je ne dis plus rien sur rien. On ne peut pas vivre comme ça. Il n'y a plus d'altérité. On ne peut pas vivre en groupe. Ou alors, il faut vivre chacun dans sa petite communauté, bien séparé des autres, parce que sinon, c'est se confronter à l'autre, donc à quelqu'un qui pense différemment. Et puis ça, c'est la richesse de la vie. C'est le débat. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on s'enrichit, qu'on réfléchit, qu'on est dans la nuance. Là, tout le monde peut s'enfermer, chacun dans son coin, et ne plus débattre. Et tout débat est considéré comme étant une agression. Et c'est ça qui provoque de la violence. Dans le cas de Mila que vous évoquiez, les 13 personnes poursuivies, de milieux différents, de religions différentes, parfois athées, avaient exactement le même discours qui était, on était légitime à vouloir la découper en morceaux, la brûler, la violer, parce qu'on était antiraciste. Pourquoi était-on antiraciste? Puisqu'elle avait dit du mal d'une religion, et que comme elle dit du mal d'une religion, c'est qu'elle est raciste, donc nous on était antiracistes, donc il était légitime de la menacer de mort. La confusion est totale, totale. Mais effectivement, quand on vous a répété, quand vous avez intégré qu'il faut respecter tout et n'importe quoi, et même l'intolérable, le manque de respect à l'égard d'une religion, c'est considéré comme du racisme, et donc ça donne le droit d'être violent. Alors là, dans le cas de Mila, c'est du harcèlement, dans le cas de Samuel Paty, c'est une décapitation. Donc oui, ce livre, c'est pour dire aux jeunes générations, parce que malheureusement, il y a une vraie rupture générationnelle sur ces sujets-là, oui, on a le droit d'emmerder Dieu, et il ne faut surtout pas s'en priver. Et c'est un droit constitutionnel, c'est un droit que nous ont donné les encyclopédistes, les révolutionnaires. Nous sommes le premier pays au monde, en 1791, à l'avoir consacré. Y renoncer, c'est renoncer, parce que ça ne s'arrêtera pas là, c'est renoncer à toute liberté, les unes après les autres. La liberté de critique des idées, des croyances, c'est le verrou qui garde le monstre du totalitarisme. C'est notamment quelque chose que vous dites dans ce livre-là. Vous êtes avocat, la justice c'est un mot important. Aujourd'hui, il y a une autre justice qui se fait sur les réseaux sociaux. La confusion dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi un peu dû à ça, à votre sens? Oui, clairement, les réseaux sociaux ont une responsabilité dans ces phénomènes. Presque des qu'un instrument. Ça amplifie. C'est un accélérateur. Mais bon, ce n'est quand même qu'un instrument. Il y a des gens derrière les réseaux sociaux. Mais c'est un instrument qui en est à ses débuts, qui est à un âge très jeune. Donc il faut le réguler de la même manière qu'on éduque les enfants. Il faut poser des règles. Tous les pays du monde essaient de faire. On voit la dangerosité, la toxicité que peut avoir cet instrument-là. Parce que les gens pensent que, parce que vous êtes sur Twitter, vous avez le droit de menacer de mort, d'insulter, d'injurier, ce qu'ils ne feraient pas dans la vie réelle. Mais parce que c'est virtuel, parce que c'est sous anonymat, ils pensent pouvoir le faire. Et avec l'affaire Mila, précisément mais là encore, c'est très lourd à porter pour une jeune fille de son âge et même pour un avocat un peu seul, que de porter de tels combats pour que la peur change de camp.
et pour que ce ne soit plus ceux qui sont insultés qui ont peur, mais ceux qui insultent. Et ça marche, parce qu'on nous expliquait que non, il n'y avait rien à faire, que c'était les jeunes, c'était comme ça, que c'était le monde d'Internet et des réseaux sociaux. Mais en fait, si, ça marche. Parce qu'après le procès, on est tombé de 1000 menaces à 10. Alors, il y en a toujours, il y en a infiniment moins. Les messages passent. Il suffit d'avoir un tout petit peu de courage pour oser les formuler. Et c'est à nous, adultes, de transmettre ces valeurs-là, parce que sinon c'est la barbarie. On va ouvrir évidemment aux questions du public dans quelques instants. Au moment du procès l'an dernier, il y a eu évidemment une attaque contre les anciens bureaux de Charlie. Il y a eu la décapitation de Samuel Paty, puis l'affaire Mila dans tout ça. Là, récemment, c'était les 1 an de la mort de Samuel Paty. On a l'impression que plein de gens ont déjà oublié cet acte, là aussi, assez terrifiant. Alors, je pense que moi, je ressens que le climat a quand même un peu changé depuis le procès Charlie et Samuel Paty. Il y a un réveil, une prise de conscience. Les gens ont envie de faire, ils ont envie de s'impliquer. Moi, je reçois des milliers de messages. Alors, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont un peu désespérés de ne pas trouver aussi des offres politiques, en particulier à gauche, parce que c'est beaucoup des gens de gauche qui m'écrivent, disant mais où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire et c'est vrai que ça manque. Il y a une offre politique qui n'existe pas à gauche en termes de combat pour la laïcité, les valeurs universalistes et les libertés. Ils ont peur, en fait. Ils n'osent plus s'exprimer. Alors je pense qu'il y a un vivier d'électeurs qui ne demandent que ça. Et c'est à mon avis pas étranger au fait que malheureusement la gauche non radicale ne représente à peu près plus rien dans ce pays. C'est-à-dire qu'entre Mélenchon et Macron, vous avez Hidalgo qui est à 4%. Et c'est malheureux. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ne se reconnaissent pas en Mélenchon, mais en Macron. Attention, votre micro. Ouais. Voilà, qui aimeraient bien avoir une offre entre les deux. Et il n'y en a plus. Et il n'y en a plus parce qu'on a abandonné ces valeurs qui sont l'ADN de la gauche. Donc, mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que les choses ont un peu changé parce que il y a une demande, il y a un réveil. La presse, qui était aussi un gros problème, n'ose quand même plus traiter tout le monde d'islamophobe dès qu'on a des positions laïques. Donc il y a une évolution, mais en même temps, c'est pas gagné du tout. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à Sciences Po pour la journée d'hommage à Samuel Paty. Ils n'ont rien de trouvé de mieux à faire que d'inviter des universitaires qui sont venus dire tout le mal qu'ils pensaient des caricatures montrées par Samuel Paty. Bon, c'est un peu désespérant, mais je pense que c'est très minoritaire. Voilà, c'est une jeunesse urbaine, bourgeoise. C'est pas forcément la majorité. Nous sommes encore dans ce pays, j'en ai la certitude, une majorité de laïcs, viscéraux et d'universalistes. Mais c'est eux qui crient les plus forts. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est eux qu'on entend. C'est une minorité extrêmement bruyante. Voilà. Et donc, il faut écrire, il faut s'engager, il faut parler. Chacun à sa place. Il faut faire attention aux syndicats auxquels on adhère, aux fédérations de parents d'élèves auxquelles on adhère. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. En fait, nos adversaires, ce ne sont pas nos adversaires, c'est nous-mêmes. Si chacun s'engageait à sa place, il n'y aurait plus de sujet. Vous l'évoquez souvent sur les plateaux ou dans cette plaidoirie, les petites compromissions, les petites lâchetés, tous ces gens qui ont abandonné Charlie Hebdo en cours de route. Comment on l'explique ça, quand même?
il y a plusieurs, ça répond à différentes catégories. Il y a ceux, et là on est en 2007, qui pensent qu'ils vont acheter la paix. Les ministres, le président Chirac, j'imagine qu'ils étaient dans cet esprit-là, des intellectuels, des journalistes, se sont imaginés qu'ils achetaient la paix en renonçant à un petit bout de liberté d'expression. Puis que ce n'était pas très grave de renoncer à un petit bout de liberté d'expression pour continuer à vivre en paix. On peut comprendre ce raisonnement-là, sauf que c'est ne rien connaître, ne tirer aucune leçon de l'histoire, parce que ça ne marche pas comme ça. Et c'est la figure que je reprends, et c'est la ligne directrice de ma plaidoirie, c'est la fameuse image du conciliateur de Churchill. En fait, à chaque fois que vous faites ça, vous nourrissez le crocodile en espérant être le dernier à être avalé. Et en fait, le crocodile, il grossit, il grossit, il grossit, puis il en demande toujours plus, et puis c'est de plus en plus compliqué de lui faire face, et puis on est obligé de renoncer à de plus en plus de choses jusqu'au moment où c'est plus possible. Et le crocodile qui est en face, lui, il ne veut pas la paix. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, lui abandonner tout ce que vous voulez, lui, il veut votre mort. Donc, ça ne sert à rien. En fait, il faut être ferme, le plus ferme possible dès le départ, et lui donner un coup sur le bec. Est-ce que vous avez des questions, peut-être? Oui, il y a un monsieur là-bas. Alors, je vais essayer de passer un micro. Je vais aller. Monsieur. Bonjour. J'apprécie beaucoup votre combat, notamment avec l'affaire Mila. J'apprécie aussi votre volonté de lutter pour la laïcité. Je voudrais juste faire une remarque. Ici, vous êtes à Mulhouse. Mulhouse, c'est en Alsace. Et l'Alsace n'est pas laïque. Et là, vous le savez peut-être, je suppose, que les lois du Concordat, les lois d'avant 1870, concernant notamment le droit et l'obligation d'enseigner la religion dans les établissements scolaires, même si les parents peuvent dispenser leurs enfants, à condition de faire une demande, c'est quand même la réalité en Alsace. Et il y a beaucoup de gens qui ne luttent plus parce qu'ils pensent que c'est soutenu par la population, alors que la population n'avait jamais été vraiment interrogée à ce sujet-là. Donc je voudrais rappeler cet aspect-là, est-ce que vous parlez beaucoup de la laïcité. Une deuxième question que j'aurais voulu vous poser, mais ça c'est une question. Avant c'est une remarque. La question est la suivante. À ma connaissance, les caricatures qui ont été publiées par Charlie Hebdo il y a quelques années sont issues d'un journal danois, sauf erreur de ma part. Or, le Danemark, ce n'est pas n'importe quel pays vis-à-vis de la laïcité. L'importance de la religion protestante, il faut vraiment aller dans les détails pour savoir comment c'est organisé au Danemark. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils sont donc attaqués, ce journal, c'est évidemment attaqué à l'islam à travers ses caricatures, mais quelle est la position de la presse et de ce journal vis-à-vis de ce qui domine le Danemark, qui est en contradiction évidemment avec notre conception, en tout cas de la laïcité. Alors, pardonnez-moi, l'écoute est compliquée, le son est... Il y a quelques mots qui m'ont manqué. Ça va dans le son, c'est un écho. Alors, pour ce qui est du Danemark, il se trouve qu'il y a eu exactement le même procès au Danemark que celui qu'il y a eu en France. Procès contre le Jyllands-Posten, journal de centre-droit danois qui avait publié les caricatures. Et ce procès a eu lieu d'ailleurs avant celui de Charlie Hebdo. Il est arrivé exactement aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que les juges danois ont considéré que oui, ça pouvait choquer, ça pouvait heurter, mais c'était la liberté d'expression et en aucun cas ça ne devait être prohibé et ça ne constituait un délit. Pour ce qui est du concordat et des règles qui s'appliquent ici, oui, j'ai bien connaissance de
ces petites particularités. Mais en ce qui concerne le blasphème, en réalité, ce n'est plus appliqué, c'est tombé complètement en désuétude. Au-delà du fait que, d'ailleurs, je ne crois pas que ça n'aille. Il y a toujours des débats pour savoir si on abolit cette disposition sur la répression du blasphème. Je crois que ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été jusqu'au bout, mais ce n'est plus appliqué et ce ne serait plus applicable. Mais maintenant, moi, mon ouvrage, c'est pas. Moi, j'ai rien contre l'enseignement des religions. Vraiment, je ne suis pas sûr que ça doive se faire à l'école. Peut-être que c'est plus du domaine familial ou confessionnel. Mais j'ai rien contre l'enseignement des religions. J'ai même rien du tout. Je ne suis pas un anti-religieux primaire. Je vis au milieu de gens qui croient en différentes croyances. Simplement, je sais que l'on soit croyant ou non croyant, on doit garder ce droit de critiquer, de se moquer de Dieu. Mais je peux vous parler de l'Ancien Testament, du Nouveau, et même du Coran, même si c'est moins présent, mais en tout cas l'Ancien et le Nouveau Testament nous y incitent à critiquer Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous a donné l'esprit critique, c'est précisément le verrou contre l'idéologie. Et alors dans l'Ancien Testament, il y a 1000 anecdotes de ce type-là. Abraham discute avec Dieu, il engueule Dieu. Quand il veut anéantir Sodome et Gomorrhe, il lui dit, mais c'est ça ta justice, c'est ça ta conception du droit, tu veux anéantir toute une population, et si tu trouvais 50 justes, le juste mourrait comme l'injuste. Et il s'engage dans une discussion, et Dieu cède. Et donc il y a des milliers d'années, il y a des gens qui se sont dit, on va transmettre cette histoire-là pour bien montrer qu'on n'est pas dans la soumission par rapport à Dieu. Donc c'est pas un ouvrage anti-religieux, c'est un ouvrage pour la liberté d'expression, y compris à l'égard de Dieu et des religions, et on peut considérer que même ça s'inscrit dans une certaine réflexion religieuse. Il y a une question par là-bas et ici. Le monsieur là-bas d'abord. Attendez, le micro. C'est vrai que la salle. Je voulais juste avoir votre position sur, finalement, est-ce que c'est pas plus une crise de l'état de droit qu'on est en train de vivre qu'une crise des libertés? Je m'explique. Attentat terroriste, il y a une législation qui se renforce, des choses qui rentrent dans le droit pénal, comme la prolongation de la garde à vue, etc. On n'entend pas bien. La prolongation des gardes à vue dans le droit pénal, la crise sociale avec les répressions contre les manifestations, la crise sanitaire avec la limitation d'un certain nombre de libertés, finalement, il y a des choses qui rentrent dans le droit courant qui n'étaient pas là auparavant. Et est-ce que c'est pas finalement plus une analyse de cet ordre-là qu'il faut avoir que perte des libertés? Alors, pardon, j'ai pas compris la question. Vous pouvez préciser? Non, mais en fait, je vous entends mieux sans micro. C'est pas finalement une crise de l'état de droit, c'est une crise liée à la perte de liberté. Non, je pense pas. En tout cas, je ne l'analyse pas comme ça. Dans ma matière, clairement, après je dirais deux mots des autres sujets que vous avez évoqués, mais s'agissant de la liberté d'expression, on est clairement dans un mouvement très paradoxal d'inversion des choses. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, c'est le peuple qui réclamait plus de liberté d'expression contre le roi ou contre Dieu, le roi ou l'Église, le roi et l'Église avec leur police et leur justice qui sanctionnaient, qui mettaient en prison, qui tuaient les chevaliers de là-bas. Et puis, ça s'est complètement inversé. Aujourd'hui, c'est la police et la justice qui protègent la liberté d'expression, et c'est le peuple, en tout cas une partie du peuple, qui demande à ce qu'il y en ait moins. Alors, c'est toujours sous des prétextes. C'est jamais on veut moins de liberté, mais personne n'avance comme ça. Aucun dictateur, aucun tyran avance en disant moi je suis le mal et je veux qu'il y ait moins de liberté.
c'est toujours derrière des grandes idées, des grands étendards, c'est pour la sécurité, ce que vous dites, ou alors c'est pour la protection des minorités, ou alors c'est pour ceci ou pour cela, mais au final, il y a toujours moins de liberté. Alors, oui, sur les lois sécuritaires, que vous avez raison, il faut être très vigilant, parce que on peut aussi faire passer des lois très liberticides, répressives, sous prétexte de combattre le terrorisme. Mais néanmoins, le terrorisme, vous savez, en fait, il faut faire attention parce que on peut se passer de liberté. C'est ça le problème. Le peuple peut très bien se passer de liberté. Il s'est passé de liberté pendant des siècles et des siècles. Ce que veut un être humain, d'abord, c'est la sécurité. Il veut la sécurité et manger. En fait, c'est ça, parce que sans ça, vous vivez pas. Vous avez besoin de vous nourrir tous les jours et vous avez besoin de savoir que quand vous sortez de chez vous, vous n'allez pas vous faire assassiner. La liberté, ça vient après. Ça vient dans des sociétés qui ont déjà assuré ces deux fonctions-là. Parce que sinon, dans la balance, c'est toujours la liberté qu'on sacrifie. Donc si à un moment, le peuple a le sentiment que sa sécurité n'est plus assurée, ça, à tous les coups, il abandonnera sa liberté. Donc il faut faire attention, quand on est politique et qu'on est gouvernant, de faire en sorte que la peur n'augmente pas. Il faut parler aux peurs et il faut assagir les peurs. Mais après, c'est un équilibre très compliqué à trouver. Et sur telle ou telle mesure, effectivement, on peut considérer qu'on va un peu trop loin, pas assez. Sur la crise sanitaire, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Peut-être que j'ai tort, d'ailleurs. Ça, c'est l'avenir qui dira qui a raison. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une pandémie mondiale, il y a une situation totalement exceptionnelle, que de manière provisoire, tant que ça dure, il y ait des suspensions de liberté. Comment faire autrement? Le monde entier l'a fait, tous les pays l'ont fait à peu près avec exactement les mêmes mesures. Je n'imagine pas, je suis peut-être naïf, mais je n'imagine pas que le président Emmanuel Macron fasse ça pour nous priver de nos libertés. Non, là aussi, il y a un souci de protection. Alors maintenant, j'entends les arguments qui disent, j'ai des amis que j'estime beaucoup autour de moi et qui ne sont pas d'accord et qui disent, mais une fois qu'on s'est habitué à avoir un pass sanitaire avec toutes ces informations dessus, on rentre dans un système hygiéniste et puis tu verras, ça n'arrêtera pas et ça va durer et il y aura de plus en plus d'obligations de la sorte, on ne reviendra pas en arrière. Si c'est le cas, alors j'aurais eu tort. Moi, mon pari, c'est que ça cessera le jour où il n'y aura plus de danger. Il y avait un monsieur par ici, puis ensuite là-bas. Oui. C'est son micro, du coup. Je voulais d'abord dire à quel point j'étais heureux de vous rencontrer, parce que moi, je vous ai beaucoup suivi. J'étais heureux de rencontrer M. Malka, parce que je vous ai suivi en particulier sur le procès Mila. Et lorsque, je me souviens très bien, lorsque j'avais appris ce que Mila avait dit sur les réseaux, moi j'avais trouvé ça hyper drôle. Mettre un doigt dans le cul de Dieu, faut déjà, métaphoriquement, c'est super drôle. Il faut déjà y arriver, quoi. Je me suis dit, cette jeune fille a quelque chose, quoi. Et j'étais hyper choqué par ce qu'on entendait de critiques autour de Mila, et du coup, voilà, je suis heureux de vous rencontrer pour ça. Une petite anecdote avant de poser une question. Quand il y a eu le meurtre de Samuel Paty, moi j'ai renoué avec, je suis revenu dans l'éducation nationale à ce moment-là. Et tous les matins, je prends le tram-train pour aller de Mulhouse à Thann, dans la vallée un peu plus loin. Et après Samuel Paty, j'avais peur d'ouvrir Charlie. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 semaines, c'est très con, hein, mais je voulais, par rapport aux petites lâchetés, alors je me suis dit, voilà, j'avais peur d'ouvrir Charlie. Et j'ai quand même ouvert, mais à chaque fois que j'ouvrais, je peux vous dire que j'avais le cœur qui battait. Ma question, en fait, elle concerne votre mention du bouffon du roi. Parce que le bouffon du roi, il y a un cadre, il y a une scène. Il le fait à un moment
devant le roi et il ne le fait pas à n'importe quel moment. Et je me suis demandé si, dans le débat autour des caricatures, il n'y avait pas quelque chose où on n'avait pas été un peu... Je ne sais pas ce que vous en pensez du tout. Il y a eu ce maire, je ne sais plus où en France, qui, après Paty, a projeté les caricatures de Charlie Hebdo sur les maisons, les murs. Et quand j'en parlais à mes amis, c'était très compliqué de s'en parler. Parce qu'à la fois, on est pour les caricatures, mais ce que fait ce maire est juste débile. Je suis d'accord. Alors, dans ce débat autour des caricatures et de la liberté d'expression, finalement, vous parliez des Lumières. Il y a le petit opuscule de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Et dedans, Kant, à son époque, dit il faut obéir au prince, mais il faut pouvoir le critiquer. Mais si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, il dit on le critique, mais il y a des médiums, on ne fait pas n'importe comment, on passe par les journaux, par exemple. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est là, dont on ne parle peut-être pas assez? Merci. Vous avez raison, votre question est juste. Bien sûr que projeter des caricatures comme ça sur des édifices, ça n'a pas de sens. Moi, je ne soutiendrai pas. Quand il y a des caricatures dans Charlie, on sait ce que c'est Charlie Hebdo. Vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter, vous l'achetez pas. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de ne pas l'aimer, et puis vous ne l'achetez pas, et puis voilà. Ça pose pas 66 millions de Français. Le problème, c'est que, donc là, vous avez un journal dédié à la caricature, vous savez ce que vous avez trouvé. Il y a le cadre dont vous parlez. Samuel Paty, il y a un cadre, c'est l'école. Il est là pour faire de la pédagogie, pour décrypter. Et moi, on me dit souvent, mais bon, il a montré quand même, c'est hyper violent ce qu'il a montré. C'est vrai que la caricature sur laquelle il travaillait, c'était une des plus... elle était costaud, quoi. Mais je comprends son point de vue. Parce que s'il arrive à faire de la pédagogie sur cette caricature-là, à expliquer son contexte, qu'est-ce qu'elle disait à cette époque-là, c'est gagné. S'il arrivait à convaincre ses élèves que celle-là avait une justification parce qu'elle était dans une suite d'événements, qu'elle voulait dire quelque chose, alors c'était gagné pour toutes les caricatures. Mais là, la difficulté, et c'est ce qui me rend dingue de votre métier, c'est qu'en fait, je m'en suis rendu compte après, quand le CLEMI et l'Éducation nationale m'a demandé l'autorisation d'utiliser ce texte-là. Mais en fait, il n'y a rien, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'outils uniformisés au sein de l'Éducation nationale pour parler de laïcité, de liberté d'expression. Donc en fait, les profs, ils font chacun comme ils peuvent, de leur côté, avec leurs outils. Et quand ça se passe mal, et puis ça se passe mal 2 fois sur 3, tout le monde leur tombe dessus. La hiérarchie, les fédérations, puisque rien n'est normalisé. Et là, il y a quelque chose qui va... Donc oui, la question du cadre est importante, mais le problème, c'est que le cadre, ces dernières années, il a explosé. Et ça, c'est l'effet d'Internet aussi. Parce que ce que je vous disais sur Charlie, avant, Charlie, c'était lu par, je sais pas, 30 000, 60 000 personnes, et puis voilà. Maintenant, quand Rhys fait un dessin, 5 minutes plus tard, il est en Arabie Saoudite, au Yémen et au Qatar. Et donc le cadre, il a complètement explosé. Et ça... Est-ce que c'est pour ça qu'on doit renoncer à notre liberté d'expression en France? Évidemment pas. Mais c'est vrai que le cadre, il a explosé. Et ça provoque des chocs de culture, pour le coup. Mais comment faire? Ça, c'est toute la difficulté. Et effectivement, Internet n'est pas étrangère à nos difficultés, à nos réflexions. Dans l'histoire de Mila, c'était complètement fou, parce qu'il n'y en a pas un qui n'inventait pas des propos de Mila, c'est-à-dire qu'il réagissait à des propos qu'elle n'avait pas tenus. Donc vous les connaissez, vous l'avez rappelé, eux, ils disaient, ah ben non, en fait, elle a dit qu'elle n'aimait pas les musulmans. Ben non, elle n'a jamais dit ça. Ou qu'elle mettait le doigt dans le cul des musulmans. Non, elle n'a pas dit ça non plus.
Et c'est pas compliqué parce que vous lisiez pas les journaux, ok. Et sa vidéo, elle a été vue 35 millions de fois. Pas compliqué d'aller la chercher et de voir ce qu'elle a vraiment dit avant de menacer quelqu'un de mort, quand même. Enfin, c'est pas rien de menacer quelqu'un de mort. Au moins, on s'informe sur les raisons pour lesquelles on menace de mort. Vous allez voir la fiche Wikipédia, c'est Internet sur laquelle tout est rappelé. Eh ben non, même pas les sites Internet. Et en fait, leur seul outil d'information, et le président, comme moi, on ne savait même pas ce que c'était tous, ils nous disaient, c'était les TT. Les top tweets. C'est-à-dire qu'ils voient des sujets en top tweet, les 5 sujets dont on parle le plus sur Twitter, et là ils se disent, il faut que j'en sois. Parce que c'est comme ça que je vais rentrer dans une communauté. Donc je m'en fous de savoir ce qu'elle a dit, je vois juste qu'elle se fait insulter, donc je l'insulte. Puis après j'invente des propos, mais c'est... Et là, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus rien, quoi. Et oui, il faut remettre des cadres, mais on est face à un outil qui les fait exploser. Il y a une question de madame, monsieur ici, ensuite un monsieur là-bas. La dame. Là. Vous m'entendez? Mettez-vous debout, voilà. Oui, je voulais dire que j'ai été contente de vous voir sur le journal de la hausse, parce que je ne vous connaissais pas. Je n'aurais jamais acheté votre livre. C'est l'accent du sud, vous entendez pas. Oui, je disais que j'ai vu M. Melka au journal télévisé de la hausse et que sans ça, je ne serais pas d'acheter son livre parce que je ne le connaissais pas, je ne savais pas qu'il avait fait un livre. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, avec un peu d'émotion parce que c'est quand même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire dans un procès comme ça? Waouh, qu'est-ce qu'il va dire? Je l'ai lu vraiment comme un peu ça m'a... Alors, c'est pas comparable, mais j'ai eu la même émotion que lorsque j'ai écouté Simon Veil devant l'Assemblée nationale, au Badinter, qui défendait. Donc, franchement, c'était un peu une émotion moins forte, mais j'étais vraiment émue. Et j'ai lu votre livre, et je suis arrivée à un moment où je me suis dit, ben bien, alors si je le rencontrais, je voudrais vraiment qu'il me l'explique. Quand vous citez des gens qui devraient être avec nous et qui se sont retrouvés contre nous, entre guillemets, notamment la maman du militaire qui a été tué, c'est elle que vous citez, je crois, non? Mélenchon, enfin des gens, je me suis dit, ben merde alors, je suis restée. Donc je voudrais que vous m'expliquiez un peu plus cette partie-là. Ah ben, c'est tout ça en fait. C'est la fracture de la gauche. Il y a effectivement une gauche qui s'est dit, qui a perdu en fait une partie de son ADN avec la chute du mur de Berlin. La lutte des classes, c'était terminé. Le communisme était discrédité. Donc on est passé de la lutte des classes aux luttes identitaires. Et on a remplacé les ouvriers par les nouveaux damnés de la terre, pour une partie de cette gauche-là, et c'est pas toute la gauche. Donc les nouveaux damnés de la terre, ce ne sont plus les ouvriers, les exploités sociaux, ce sont les étrangers. Et donc, et en particulier, en France, les étrangers sont essentiellement des musulmans. Donc, nouvel ADN, et ben, on défend les musulmans. Moi, ça me pose évidemment aucun problème. Le problème, c'est qu'on a glissé de on défend les musulmans à on défend la religion des musulmans. Et là, ça ne va plus. Parce que j'ai des fanatiques, il y en a dans toutes les religions. Des fous de Dieu, je ne vais pas les défendre parce qu'ils sont musulmans. Non, ils sont fous de Dieu. Des gens dangereux, il y en a dans toutes les religions. Mais on a posé un principe de ne pas vouloir voir le danger religieux représenté par le fanatisme de l'islam, dont les musulmans sont d'ailleurs les premières victimes, ceux qui veulent vivre libre, les femmes, les hommes qui veulent vivre libre, et on est aveugle à ces problématiques-là, et donc on accuse d'islamophobie toute personne qui critique les dérives de l'islam, au nom de ce nouvel ADN, et ça, et on est en plein là-dedans. Et vous voyez ce que ça provoque comme hystérie en réaction.
et comme hystérie populiste, démagogie d'extrême droite. Donc moi je pense que c'est à la gauche de renouveler, de se réinventer. Il faut qu'il y ait un discours de gauche. Il n'y a aucune raison d'être complexé. On peut dénoncer en même temps l'extrême droite et le fanatisme, parce que c'est de toute façon, pour moi, c'est deux fascismes. Il y a un fascisme religieux, il y a un fascisme politique, mais ce sont des fascismes. Ce sont des dogmes qui veulent nous priver de notre liberté. Juste dire, demain, il y a une table ronde à 11h30 sur le sens de la gauche, justement, avec Jean-Yves Calu, qui est une des plumes de Charlie, Amin El-Khatmi et Joe Spiegel, que vous connaissez bien ici. Il y a une question de monsieur là-bas. Je vais essayer, c'est en micro, est-ce que vous m'entendez? Une question à partir un peu du sujet des 3 jours, anatomie de la violence. On dit souvent que la liberté d'expression qui a Charlie, il y a une violence dedans. En tant qu'avocat, j'aimerais que vous essayiez de donner un peu la distinction entre, disons, une bonne chose de la liberté d'expression au sens de la stimulation intellectuelle, au sens de la créativité sociale, d'une part, avec des choses qui peuvent être violentes d'une manière symbolique, puisque, d'une part, et par ailleurs, pourquoi les tribunaux ont tendance à relâcher, à ne pas condamner Charlie? Moi, j'ai l'impression que ça ne s'adresse jamais à des personnes, mais ça s'adresse toujours à la symbolique de l'autre, à la croyance de l'autre, à l'institution. Donc la violence n'est jamais dirigée, si on se permet, le terme. Vous avez répondu à la question que vous posiez. La distinction, c'est la loi. Et la loi, elle dit ce que vous venez de dire. La loi, elle dit que ce qui est interdit, c'est l'incitation à la haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de sa religion, de son appartenance à une communauté, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle. Donc là, oui, ça, j'ai pas le droit. Ça, j'ai pas le droit de dire les juifs sont des salauds, ou les musulmans sont des salauds, ou les chrétiens ou les protestants sont des salauds parce qu'ils sont musulmans, juifs, chrétiens. Ça, je peux pas. Par contre, j'ai le droit de dire que l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le protestantisme sont des religions toxiques, ou débiles, ou ce que je veux. C'est pas la même chose. C'est une croyance. Je m'attaque à une opinion, à une croyance, à une idée. J'ai le droit de dire que le communisme, c'est de la merde. C'est peut-être pas bien, ou que le capitalisme, c'est toxique. Et pour autant, le Parti communiste ne peut pas me faire de procès. Je ne parle pas d'eux, je parle d'une idéologie. Il faut pouvoir être complètement libre de critiquer tous les dogmes. C'est ce que fait Charlie. Par contre, la loi réprime le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie. Excusez-moi, c'est la différence, c'est la frontière. Non, à mon avis, c'est extrêmement important. Il y a vraiment une intelligence. Le problème, c'est que ça fait. On n'arrive pas à la partager. Mais monsieur, alors là, vous mettez le doigt sur un grand drame de ma vie. C'est que ça, on est un certain nombre à le répéter depuis au moins une bonne dizaine d'années. On n'arrive pas à le faire comprendre. Alors, je n'y arrive pas. Mes amis n'y arrivent pas non plus. On n'arrive pas à... Et je ne trouve pas les mots, et je vous jure que j'y ai réfléchi longtemps, mais je n'arrive pas à faire passer ce message-là. J'ai essayé justement chez Delahousse, en disant, mais si vous, monsieur Delahousse, vous croyez aux fantômes, ben, je vais vous respecter vous, je continuerai à vous respecter, mais je ne vais pas respecter votre croyance à l'égard des fantômes. Mais ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu conceptuel. Vous devez avoir ce problème-là avec vos élèves, vous aussi. Les gens ont l'impression que ce à quoi ils croient, c'est eux-mêmes. Mais non, c'est pas... Et c'est très compliqué à faire passer comme message. Je peux rajouter 3 mots? Les 3 derniers mots.
Avant, j'entendais dans la bouche d'un conférencier la question de l'existence ou non de Dieu, la preuve. Je trouve qu'aujourd'hui, poser cette question dans ces termes, c'est complètement absurde et stupide. Dans les sciences humaines, au mieux, on peut dire que la croyance divine, la croyance en une religion, c'est une fiction. Une fiction sans juridique. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais on n'a vraiment pas besoin, on n'est pas obligé de croire. Donc, à mon avis, le partage de l'intelligence est lié à ce problème de la superposition des croyants à l'objet de leur croyance et leur liberté de conscience vis-à-vis de la religion. Et entre autres la religion catholique, qui est une religion qui a peut-être beaucoup progressé, a eu beaucoup de mal à reconnaître la liberté de conscience. C'est quelque chose de relativement moderne. Hein, et donc, la difficulté du partage de cette intelligence dont nous parlions, à mon avis, est liée à ça. Sûrement, mais si vous tenez le discours que vous venez de tenir dans une classe d'élèves de 15 ans, ils ne vous suivront pas. Ils ne vont pas y arriver. Il y a quelque chose de très conceptuel. Et je n'arrive pas à trouver le moyen de le faire partager. On peut prendre une dernière question. Je crois qu'il y avait un monsieur là-bas. Dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps. Richard Malka doit repartir. Allez-y, vous avez un micro qui arrive là. Levez-vous alors. Oui, mais éduquer, ça c'est une chose. Je vais peut-être laisser monsieur vous répondre. Mais le problème, c'est qu'on éduque, qu'est-ce qu'on met dans l'éducation? C'est ça. Parce que quand vous éduquez, quand aujourd'hui dans certaines classes, vous parlez de ceux dont on vient de parler, bah, le débat il ne se passe pas comme ça. Et donc après, il y a la hiérarchie qui tombe sur les profs et qui leur dit bah, vous n'en parlez plus surtout. Et donc, moi j'ai des amis enseignants qui, par exemple, sur certaines choses, n'osent plus s'exprimer en classe. Je pense que vous le ressentez vous aussi. Hein, on prend une dernière question, je suis désolé. C'est pas une question, c'est une observation. Je suis désolée, mais moi j'ai vécu à Paris et j'ai vécu Charlie. J'étais à la manif de janvier 2015 et on était tous fiers d'être français. Mais parce que pour nous, la laïcité, c'était la norme française. Je vous rappelle quand même que même aux États-Unis, le président, il jure sur la Bible. Même là, il y a très très peu de pays où la laïcité est le point d'orgue. Et quand on était dans la rue ce jour-là, on était des millions dans la rue, j'ai jamais vu autant de monde à Paris. On était tous là pour dire, on est fiers de cette laïcité. Et est-ce que, justement, aujourd'hui, on n'y a pas?
comme une régression par rapport à ça, parce qu'on n'a même plus le courage de l'affirmer, cette laïcité. Cette différence avec beaucoup de pays, dont les États-Unis. Je veux dire, combien de pays dans le monde sont basés sur la laïcité? Combien? Je ne sais pas, mais pas nombreux. Hein. Ça, je peux vous répondre. Il y en avait 3, la France, la Suisse et la Turquie. Il n'y en a plus que 2. Mais, et là c'est intéressant, il y a plein de pays dans le monde. Nous, on a un problème de fierté, vous avez raison, à avancer cette laïcité, mais il y a plein de pays dans le monde où ça fait rêver. Et en particulier des pays musulmans. Et la mère de Raqqa, c'est une femme kurde. Et il y a un très beau livre qui a été publié, elle a été distinguée la semaine dernière d'un prix de la laïcité. Donc c'est une kurde, elle est musulmane, une femme, la mère de Raqqa, ville ô combien symbolique d'Irak, c'était la capitale de Daesh. Et ben, elle a été élue sur un programme laïque. Parce que là-bas, à l'autre bout du monde, ils ont compris que c'était la solution pour vivre ensemble. Alors, c'est pas la laïcité comme la nôtre, mais c'est une idée qui fait rêver. Parce qu'en fait, c'est la seule qui permet de vivre ensemble. Aux États-Unis, on ne vit pas ensemble. Aux États-Unis, qui importent ces mouvements qui nous font la morale du matin au soir sur comment on devrait se comporter, ils ne vivent pas ensemble. Pour qui a été aux États-Unis, c'est clair. Les blancs sont avec les blancs, les noirs avec les noirs, les hispaniques avec les hispaniques, les juifs avec les juifs, les musulmans avec les musulmans, les asiatiques avec les asiatiques. Il y a infiniment moins d'échanges que dans notre société. Merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Juste vous signaler ces 2 livres sur le procès des attentats de janvier 2015. Et Yannick Edel sera à la librairie 47 degrés Nord le 6 janvier. Richard Malka préface également ce livre qui va de sortir au Cherche Midi, qui parle notamment de caricature ou d'humour. Et puis ce petit livre indispensable, Le droit d'emmerder Dieu. Juste citer quelques mots de vous. À nous de rire, d'aimer, de dessiner, de lire, de jouir de toutes nos libertés, de vivre la tête haute face à tous les fanatismes. Merci Richard Malka. Merci à vous.